Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être de notre sur ce plateau d'Africa 33. Nous allons directement en République centrafricaine. Nous ferons ce voyage étant dans notre studio et pour vous parler des propositions de sortie des crises du mouvement ITA. ITA, qu'est-ce que c'est? C'est l'initiative pour une transformation par l'action de la République centrafricaine. Et qui mieux que le premier secrétaire de ce mouvement qui est Dominique Yandoka. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour comprendre pourquoi un nouveau mouvement dans cette République centrafricaine aujourd'hui? Tout simplement, le mouvement ITA est né officiellement en décembre 2017. Mais les premières réunions ont été tenues dès le mois d'août, c'est-à-dire principalement le 13 août 2017. Le mouvement ITA, d'ores et déjà, avant d'être le mouvement que tout le monde connaît aujourd'hui, était considéré comme un groupe de réflexion. Donc c'était des jeunes cadres dans l'administration, dans le domaine entrepreneurial, et ceux aussi qui travaillent dans le privé. Et aussi, il y a des étudiants et autres qui ont vu la déliquescence de notre État aujourd'hui. C'est pourquoi que nous sommes venus à la création de ce mouvement, qui a vu le jour le 17 décembre 2017. Pour mieux comprendre, est-ce qu'il est vraiment aisé de partir d'un mouvement, comme vous dites, de démarche entrepreneuriale, culturelle et autres, de se retrouver dans l'univers de la politique? En fait, le mouvement ITA aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société centrafricaine. Étant donné que chaque peuple a son histoire et chaque peuple doit aussi contribuer au développement de son pays. C'est pourquoi tous les gens qui sont avec nous dans ce mouvement ont décidé de faire chemin avec nous pour apporter notre concours à la nation centrafricaine. C'est vrai que dit comme cela, ça a l'air simple. Ça a l'air simple de se retrouver dans l'univers de la politique parce qu'aujourd'hui, pour le cas de la République centrafricaine, on le disait tantôt à l'entame, cela fait plusieurs décennies que ce peuple vit dans des conflits, dans des guerres fratricides, et on a l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait même assister à une sorte de balkanisation. Et avant de rentrer dans vos propositions, je voudrais qu'on revoie un peu le cadre institutionnel aujourd'hui en République centrafricaine. Tout récemment, même pour revenir, pour parler de ce qui s'est vu aujourd'hui en République centrafricaine, on dit, des observateurs nous disent que la rébellion occupe près de 80% et que le pouvoir central même, qui est dirigé aujourd'hui par Archange Touadéra, ne contrôle que 20%. Pensez-vous que votre arrivée va faciliter les choses? Ce n'est pas une voie de trop? La République centrafricaine a connu des énormes crises. Et ces crises ont des multiples facettes. Comme vous venez de souligner, la République centrafricaine est effectivement assiégée à 80% par des groupes rebelles. Et cela ne nous enchante pas. On n'est pas du tout enthousiasmé, content que la situation soit ainsi. Sans être enthousiasmé, voici donc ma question. Est-ce que le mouvement ITA n'est pas cette voie de trop? Pourquoi? Parce que quand on dit un pays... Il n'y a jamais une voie de trop. C'est juste un groupe des Centrafricains qui ont vu que l'État est en perdition, qui ont vu que depuis 60 ans, la société centrafricaine n'a jamais été construite et qui ont décidé aujourd'hui, à travers le mouvement ITA, que j'ai l'honneur d'être le porte-parole aujourd'hui, à décider d'apporter leur pierre à l'édifice. Bien. Donc, pour venir directement dans le vif du sujet, avant de rentrer dans les propositions de sortie des crises, l'actualité actuelle, la plus récente, en fait, on parle des rencontres qui ont lieu à Khartoum, où on parle pour parler pour un accord de paix. On sait que par le passé, ils sont de pourparlers et que les accords n'ont pas été respectés. Que pourra faire ITA à l'observation? La rencontre de Khartoum, ce n'est pas un pourparler comme vous venez de dire. C'est une tentative concoctée par le pouvoir en place qui a essayé de débaucher quelques
cassis des groupes armés pour les emmener à Khartoum afin de jouer ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de jouer leur jeu. C'est-à-dire, C'est une initiative parallèle. Il ne faut pas ignorer qu'il y a une initiative de l'Union africaine, que le gouvernement actuel était le premier promoteur. Mais grande était la surprise de toute la population centrafricaine de constater que non seulement au mois de mai, il y a une tentative d'un dialogue parallèle organisé par la Russie à Khartoum, nous avons décrié cela et ça a échoué. Le gouvernement était revenu dans le droit chemin en suivant l'initiative que lui-même était le promoteur auprès de l'Union africaine. Vous savez, il se passe des énormités dans ce pays. dites-nous quelque chose. Vous semblez en savoir un peu plus que vous n'en dites aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à le savoir. Qu'en est-il concrètement? Peut-être je suis le seul aujourd'hui à dire à haute à intelligible voix que ce n'est pas toujours bien de décider d'une chose aujourd'hui en commun accord avec des gens que vous souhaitez, que vous étiez parti par vous-même les solliciter pour qu'ils vous viennent en aide et que vous organisez la même chose, mais tout simplement pour garantir ou pour assouvir vos propres attentes à vous. Dominique Yandoka, j'aimerais comprendre parce que lorsque vous dites ce que vous ne dites pas clairement, on sous-entend qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir central de Bangui qui tire les ficelles avec certains groupes armés. Mais pour comprendre, nous avons vu la Russie qui est entrée en jeu avec des accords sur le plan de défense militaire avec le pouvoir central de Centrafrique. On sait aussi que la France est quand même un partenaire de longue date. Est-ce que l'arrivée de la Russie ne va pas compliquer les choses pour ce pouvoir central-là? Si je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus dramatique que ce que l'on croit. Expliquez-nous. Les gens jouent avec la vie des Centrafricains. Quand vous dites les gens, faites allusion à qui? Je parle principalement de ceux qui dirigent, ceux qui ont la charge légitime de diriger la destinée. Vous faites allusion de Rafet Archange Touadéras, c'est ça? Il est le président de la République, donc il est le garant des bonnes ou des mauvaises choses, oui, des bonnes ou des mauvaises orientations que prend le gouvernement. La Russie est chez nous. Comme tout bon centrafricain, nous ne pouvons que l'accueillir et saluer l'arrivée de la Russie chez nous. Vous trouvez que c'est une bonne décision? Ça a toujours été et ça serait toujours une bonne décision d'avoir des amis de par le monde qui veulent vous aider. Mais sauf quand on a des amis, on a aussi des principes. Nous avons nos valeurs qu'il faut les préserver. Nos valeurs passent d'abord par le respect de la Constitution chez nous. Mais en quoi, pardon de vous couper, mais en quoi le fait que la Russie entre en jeu peut être une entorse à la Constitution? Si on parle toujours de l'entente de Khartoum, je suis désolé de vous le dire que la démarche qu'avait entrepris le gouvernement, qui non seulement était à l'initiative, mais dans la foulée avait fait publier un communiqué pour dire que ce n'est pas moi, et qu'au final, on a eu une délégation de 5 chefs rebelles qui se sont déployés à Khartoum sur l'invitation de la Russie et du Soudan. Entre-temps, il y a eu un autre pourparler avec les rebelles qui devaient compiler les revendications
dans le cadre de l'initiative de l'Union africaine, se trouvant à Boa, qui est la préfecture de Nana Mambéré chez nous. Tout ça, vous voyez, ça crée un désordre. En quoi cela ferait désordre? Le désordre, S'il faut multiplier des rencontres et de permettre aux Centrafricains de se retrouver et échanger. multiplier des rencontres, mais si vous multipliez des rencontres, d'aucuns diront qu'un chien qui a 2 villages finira par se faire prendre en chemin. Et c'est ce qui risque d'arriver à notre pays si nous ne faisons pas très attention. Aujourd'hui, il y a un problème géostratégique et géopolitique en République centrafricaine. À quoi bon d'être à l'initiative d'un dialogue ou de soutenir la feuille de route de l'Union africaine et entre-temps, on mène une démarche parallèle du côté de Khartoum avec pas l'ensemble des groupes armés, bien entendu, mais quelques chefs bien identifiés qui ont été cooptés pour aller signer un document qui n'a rien du tout d'un accord. À vous entendre, on a l'impression que l'ensemble des décisions prises aujourd'hui par le pouvoir central de Bangui ne trouvent pas forcément auprès de vous un écho favorable. Pour comprendre un peu. Ne me dites pas qu'auprès de moi, je ne suis qu'un Centrafricain parmi tant d'autres. C'est auprès de la population et auprès aussi des amis de la République centrafricaine. Bien. Donc, si vous me permettez, Allez-y rapidement. je voudrais ici vous rappeler une chose. Comme vous m'avez demandé de dire que quand on aime un pays comme la Russie ou le Soudan, nous aimerions à ce que les choses se passent d'une manière de concert avec l'ensemble. Parce que le problème de la rébellion en République centrafricaine ne peut qu'être géré à l'ensemble des Centrafricains. Il faut qu'il y ait une seule voix. Mais quand vous multipliez les initiatives, ça crée le désordre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un désordre organisé. Je dis un désordre organisé Par qui? par le pouvoir en place. Et ça risque de nous emmener plus de problèmes qu'autre chose. Tout en sachant, nous sommes bien entendu conscients des attentes de certains groupes rebelles. Et nous sommes aussi, bien entendu, informés que certains veulent que cette crise perdure. Sans toutefois être d'accord avec vous, mais on peut imaginer que ceux qui ont pris l'habitude, effectivement, depuis que la Centrafrique vit dans ces conflits fratricides, que ce que certains observateurs traitent de rentiers aujourd'hui ont intérêt à ce que cette situation puisse perdurer. Je rappelle à vous qui vous joignez à nous qu'à ce moment que nous recevons ce jour Dominique Yandoka. Il est le premier secrétaire du mouvement ITA qui est Initiative pour une transformation par l'action en République centrafricaine, ce mouvement qui est formé majoritairement de jeunes et des jeunes des diasporas centrafricaines. Il nous éclaire aujourd'hui sur les propositions de sortie de crise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans les propositions de sortie de crise, on parlait effectivement du contexte sociopolitique et économique même de la Centrafrique. On est resté sur l'aspect politique. Et pour parler effectivement de ce qu'on peut nommer aujourd'hui aussi une crise institutionnelle, même sur le pouvoir central. On parle aujourd'hui des difficultés entre l'exécutif et le législatif. On parle aujourd'hui effectivement encore de divisions réelles. Qu'en est-il concrètement? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, vous rappeler que le mouvement ITA, ce n'est pas une initiative des Centrafricains de la diaspora. Notre mouvement est né à Bangui. Notre siège se trouve à Bangui. Et c'est à Bangui, en République centrafricaine, que le mouvement ITA a eu tous ces agréments pour lui permettre d'être considéré comme n'importe quel parti politique en République centrafricaine. Pour revenir à votre question. Pardon de vous couper à ce niveau, mais on notera quand même que ce mouvement semble avoir une réelle adhésion
par rapport aux autres partis politiques centrafricains, une grande adhésion pour ce qui est quand même de la France. Mais ce n'est que normal. Et pourquoi? Parce que nous aspirons, nous sommes considérés aux yeux des Centrafricains comme un mouvement d'espoir. Bien. Les gens sont fatigués des mouvements politiques traditionnels et les Centrafricains veulent voir autre chose. C'est pour cette raison que vous voyez le mouvement ITA est sollicité de part et d'autre, apprécié et très bien suivi par les Centrafricains, non seulement ceux qui se trouvent en République centrafricaine, et aussi ceux de la diaspora. Donc, pendant cette crise institutionnelle aujourd'hui, on a le sentiment qu'au niveau du Parlement centrafricain, plus rien ne va. On parle de détournement, on parle de casse même, d'après certaines informations. Que se passe-t-il? C'est la malgouvernance. Dans nos parlements. Je vous parle, ce n'est pas que le Parlement. Il faut parler du pays. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale centrafricaine, c'est un désastre. Et la cause même de la crise qui perdure aujourd'hui, pardonnez-moi, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, Mais dites mais les choses. c'est une vérité. Dites-nous. Et cette crise ne provient de là-bas. Vous, vous- Nous sommes vous dans essayez de une dire assemblée, qu'aujourd'hui, le pouvoir central Centrafrique est il y a une ingérence aujourd'hui du pouvoir de l'exécutif au sein de l'Assemblée nationale. expliquez-nous. Mais c'est simple. Pardonnez-moi, mais 80% de nos parlementaires sont des corrompus. Mais comment C'est expliquer eux-mêmes qui en tiennent le désordre. Comment? Mais c'est par l'achat de conscience. Vous voulez dire que le pouvoir central achète les parlementaires? D'où vous avez vu un pays au monde où, à chaque fois qu'il y a un vote, qu'il y a un budget, on prend 80-90% des députés de l'Assemblée nationale, qu'on les fasse déplacer en conclave pendant 1, 2, 3 jours, et à la fin ils viennent, même quelles que soient les orientations que peuvent donner leur groupe parlementaire, mais ils font autre chose. Si ces pratiques n'existent plus dans le monde, rappelez-vous qu'en République centrafricaine, cela existe bel et bien. Vous touchez un point qu'on va aborder tout à l'heure quand on rentrera dans vos propositions de sortie de crise par rapport aux députés qui se veulent indépendants. C'est ce qui est encore l'un des aspects assez curieux aussi de cette République centrafricaine où un député peut du jour au lendemain sortir de son parti politique et au gré donc des lois aller prêter main forte à un parti politique ou à un autre. On en reparlera tout à l'heure. Mais on aimerait bien comprendre aujourd'hui, parce que cette crise aujourd'hui semble quand même toucher. Il y a une division, on a l'impression qu'il y a un problème de fond entre l'exécutif et le législatif. À qui profite tout cela? Mais ceux qui sont à l'origine de ça, Qui sont-ils? mais comme je vous parle de la malgouvernance, aujourd'hui, il y a des règles. Il y a des règlements au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est la représentation même du peuple. L'émanation du peuple passe d'abord par là. Aujourd'hui, il y a un semblant de majorité présidentielle, mais cette majorité n'existe que de forme. Et qu'est-ce qui compte? Pourquoi? Mais je t'aime moi non plus. Il y a une guéguerre entre les cassis qui se trouvent au niveau du Parlement et ceux qui sont au niveau de l'exécutif. Donc, si vous prenez les deux, vous les associez, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Tout ce qui touche au règlement, pouvant équilibrer, aider le gouvernement
à mieux se conduire, tout a été, si vous voulez, ils ont sorti un concept aujourd'hui, la signature multiforme des accords secrets. C'est-à-dire, sans pour autant tenir compte des dispositions institutionnelles. Est-ce que ce que vous dites, vous le tenez de vos réseaux parce que ce n'est pas su de C'est- manière publique en Centrafrique? Vous descendrez en République centrafricaine aujourd'hui, vous poserez la question. Allez même au niveau de l'Assemblée nationale. Ceux qui sont censés jouer l'équilibre, ils vous le diront. Les gens s'arrangent toujours pour se mettre ensemble, pour créer des problèmes aux autres. Mais en essayant de créer les problèmes aux autres, ils oublient qu'ils créent beaucoup plus de problèmes au pays. Le bas peuple a besoin d'autre chose. Le bas peuple n'a pas besoin de ça. Nous sommes ce jour avec Dominique Yandoka, qui est le premier secrétaire du mouvement ITA. Le mouvement ITA, c'est l'initiative pour une transformation par l'action en République centrafricaine. Aujourd'hui, ce mouvement arrive avec des propositions de sortie de crise. Mais avant de rentrer dans ces propositions de sortie de crise, on essaie de voir aujourd'hui le contexte sociopolitique aujourd'hui qui est une crise difficile à gérer avec plusieurs factions armées et le pouvoir central qui semble détenir seulement 20% de son territoire et 81% semble être entre les mains des rebelles. Récemment, donc, un accord militaire a été signé entre la République centrafricaine et la Russie. Dominique Yandoka, quel regard portez-vous sur cet accord de défense-là? Je vais être direct avec vous. Allez-y. En tant que Centrafricain, je m'en réjouis que mon pays signe en bonne et due forme un accord de coopération avec la Russie. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est un accord de coopération ou c'est un mémorandum d'entente pouvant aboutir à un accord de coopération? Expliquez-nous la différence entre les deux, c'est quoi? La différence qu'un accord de coopération ne se signe pas à la va-vite comme ça a été le cas. Il y a des dispositions constitutionnelles qui autorisent le chef de l'État, président de la République, à prendre des engagements au nom de la République, notamment aller même pour signer des accords de défense. Mais ça, avant que cet accord puisse être signé, il faut d'abord passer par l'Assemblée nationale qui lui donne mandat pour l'autoriser à signer un accord de défense de coopération militaire avec un autre pays. Ça, je rappelle, c'est l'article 91 de notre Constitution. Qu'est-ce qui vous laisse penser que, vu la situation de conflit actuelle, La situation de conflit ne dédouane pas les autorités de respecter la Constitution. Si je vous parle, les crises centrafricaines, depuis lors, ça a toujours été la malgouvernance, le non-respect des institutions. Et c'est ça qui fait que on se retrouve toujours dans cette crise. Dominique, Ça a coûté quoi? pardon de vous couper, mais la question est toute simple. Aujourd'hui, le président Archange Touadéra contrôle moins de 50% de son territoire. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour trouver, si c'est le cas avec la Russie, un partenaire à même de lui permettre de pouvoir restaurer l'autorité de l'État? Vous savez, la République centrafricaine n'a point besoin, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez que je vous le rappelle, d'un accord supplémentaire pour résoudre la crise chez nous. Elle est militaire aussi. Vous savez, nous avons d'autres accords militaires avec d'autres pays, Le cas de la France. notamment la France. Maintenant, Vous avez aussi l'Angola. Nous avons récemment signé avec le Rwanda.
qui est un membre très actif de la CES, pourquoi a-t-on respecté la procédure pour les pays que je viens de citer? Ça a été renvoyé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a donné le pouvoir au chef de l'État, qui a délégué son pouvoir à son ministre des Affaires étrangères pour signer ces accords de défense et de sécurité. Pourquoi nous ne les appliquons pas? Quand on aime un pays, le minimum, c'est d'abord de respecter ce pays. C'est pas parce que nous sommes dans un état de déliquescence avancée. La Russie, c'est un très grand pays, c'est une très grande nation qui pourra éventuellement nous aider à résoudre le problème. Mais rappelez-vous, ce que les gens font chez nous, dites-moi, est-ce que nous pouvons aller faire ça chez eux? Quand on dit que les gens font allusion à qui, précisément? Tous ceux qui viennent pour signer des conventions ou des contrats chez nous, à tour de bras, sans respecter les dispositions constitutionnelles, est-ce que nous pouvons, un seul Centrafricain pourra se permettre d'aller dans ces pays, obliger ou contraindre ou laisser faire les dirigeants de ce pays pour signer à tour de bras une convention au mépris de la Constitution? La question est toute simple, de manière locale. La réponse est non. Elle est non, mais aujourd'hui, pour mieux comprendre votre propos, pour mieux vous comprendre, est-ce que vous pensez que la situation n'est pas aussi tellement critique? La situation est critique. Ça, je suis d'accord avec vous. Bien entendu. Mais ceci dit, il y a eu des avancées. Il y a des À pourparlers. quel niveau? Mais l'initiative, la feuille de route de l'Union africaine, tout le monde s'était mis d'accord. Mais c'est inefficace sur le terrain. Pour le moment, on ne peut pas parler d'inefficacité parce que la feuille de route n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique. Il devait être sanctionné d'un dialogue. Et ce dialogue, on n'y est pas. Malheureusement. Pour quelle raison? Mais vous savez, ce n'est que le pouvoir central qui décide la date à laquelle nous pouvons aller ou dire à cette initiative, à l'Union africaine, à la feuille de route, d'aller organiser le dialogue à tel endroit, à tel jour. Je m'en réjouis que pendant que les gens étaient à Khartoum, le panel de l'Union africaine a regroupé les 14 groupes rebelles, moins un. Il faut aussi le rappeler, aujourd'hui en République centrafricaine, on dit qu'il y a 14 groupes rebelles. Mais nous, au mouvement ITA, on vous dit qu'il y en a 15. Avec lequel en plus? Mais la société Wagner, la société Sewa Sécurité, c'est un groupe rebelle qui doit rentrer dans le cadre du DDR, doivent aussi négocier. À partir du moment, quand vous avez sur votre territoire des groupes armés n'appartenant pas à une nation avec qui vous avez signé une convention et qui se retrouvent chez vous, Ce sont des mercenaires, disons tout simplement. c'est considéré comme des mercenaires. Bon, comme chez nous, on ne connaît pas les noms, les termes mercenariat, on va parler des groupes rebelles. Pour nous, la société Sewa Sécurité, la société Wagner, à partir du moment, quand elle détient les armes, quand elle détient les capacités militaires, est considérée ni plus ni moins un groupe rebelle. C'est ça là qui a emmené notre pays dans le chaos. Nos autorités n'ont pas tiré les leçons du passé. Je pourrais vous en citer. Depuis les 20 ans de crise en République centrafricaine, chaque pays, chaque président, tous les présidents qui se sont succédés ont toujours eu sous leurs bras des groupes rebelles. Je peux monter en 2001
où il y avait le feu Patassé, il y avait les troupes de Jean-Pierre Bemba qui étaient chez nous. Après, le président Bozizé, en venant, il a ramené les Akawa, venus du Tchad. Djotodia a ramené les Djandjaouites. Aujourd'hui, le président Touadéra a amené, la seule différence que ses prédécesseurs, il amène des rebelles blancs. La société Wagner. Pourquoi je dis cela? Il est important de le rappeler. Cela devait rentrer dans le cadre d'une coopération militaire. Quand on suit les déclarations des autorités russes, l'État russe, la voix officielle, dit avoir envoyé 170 instructeurs civils et 5 instructeurs militaires dans le cadre de la formation au maniement des armes que cet État a fait le temps. Dominique Yadoka, alors la question est toute simple. À votre avis, est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est normal qu'un gouvernement, qu'un État puisse se doter d'une armée stable? Et c'est une question que vous m'avez posée. Tout État digne de ce nom doit avoir les moyens de protéger ses populations. Très bien. Alors, vous avez dit tantôt que tous ceux qui ont précédé Faustin Archange Touadéra avaient sous leur bras une force militaire extérieure, donc Non conventionnelle. non conventionnelle. Aujourd'hui, on voit le pouvoir central de Bangui qui signe des accords avec des États de manière officielle pour pouvoir se doter d'une force de feu, appelons-la comme cela, pour pouvoir récupérer tout au moins ou partie de ce territoire qui est occupé aujourd'hui par des rebelles. Sachant que derrière tout cela, ce qui ne se dit pas, c'est que les richesses de ce vaste territoire sont exploitées parallèlement. Ce qui laisse entendre que pendant que la guerre se fait, elle profite à certaines personnes, ces individus. Mais ces individus sont bien identifiés. Ils sont connus. Est-ce le pouvoir central de Bangui? Non. Bien. Alors, on va rentrer dans les propositions de sortie des crises et on commence justement sur cet aspect-là qui est le désarmement. Parce que dans vos propositions, on parle de désarmement. Et vous avez dit vous-même qu'il y a aujourd'hui plus de 14 groupes armés. 15. Alors, 15 groupes armés. Dans la société Wagner. Alors, très bien. Sans publicité aucune, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire asseoir 15 groupes armés sur une table, plus le pouvoir central, pour négocier ou les désarmer? Est-ce que c'est faisable? Oui, monsieur. Et comment? Expliquez-nous. Nous avons vu l'exemple un peu partout dans le monde. Si après 50 ans de guerre entre le gouvernement colombien et le groupe FARC, Vous parlez des FARC? oui, c'est aussi des groupes terroristes qui ont réussi, c'est des rebelles, qui ont manœuvré pendant 50 ans. Mais au final, c'est le dialogue qui a remporté. C'est possible. Les gens détiennent les armes aujourd'hui. Dans un premier temps, ils avaient évoqué que les régions dans lesquelles ils se trouvaient avaient beaucoup plus été délaissées par le pouvoir central. Qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Ce sont des causes légitimes. Sauf qu'après, une fois qu'ils ont fait la guerre, ils ont pris goût à la guerre, ils se sont rendus compte, ce qu'ils faisaient sous l'autorité de l'État, ils peuvent le faire sans pour autant demander des comptes à l'État. Naturellement, ils continuent à poser des revendications, tant bien même de fois, quand on fait la lecture de certains points de leurs revendications, on se rend compte que
par moment, bon, ils sont allés trop loin. J'entends ce que vous dites de Yandoka, mais moi je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. On parle du comment, la manière La manière, des c'est personnes. c'est le dialogue sincère. Vous pensez que la sincérité existe lorsque un groupe armé contrôle une zone où il y a du diamant, du pétrole et d'autres minerais précieux? Vous pensez vraiment qu'ils peuvent être sincères Oui, c'est possible. en appuyant sur quel levier? Le levier que nous pouvons appuyer dessus, c'est d'abord, commencer d'abord par se respecter. Vous voyez, l'une des causes, quand vous décidez aujourd'hui de pacifier le pays, il y a une feuille de route de l'Union africaine. J'insiste là-dessus parce que tout le monde s'était mis d'accord. Mais vous laissez cette feuille de route de l'Union africaine. Entre-temps, nous avons eu vent comme quoi qu'il y a un pourparler qui devait être fait, organisé par le pouvoir en place sous l'égide de la Russie et le Soudan. Vous permettez quand même à ce que cela soit, enfin, que cela ait vu jour. C'est pas facile. C'est aussi facile et c'est pas aussi facile que ça. Je vous dis que Il c'est suffit seulement, je vous avais dit ceci, facile. un chien qui a 2 villages finira par se faire attraper en chemin. Et le chien qui est du village, c'est lequel aujourd'hui? Mais notre Le pouvoir central gouvernement, ou les rebelles? le gouvernement qui est le garant de la stabilité, je leur conseillerais plutôt d'avoir une seule ligne et d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Quand il y a échec, nous pourrons tirer les conclusions. Bien, nous recevons donc ce jour le premier secrétaire du mouvement ITA. ITA, c'est le mouvement, donc c'est Initiative pour une transformation par l'action de la République centrafricaine, c'est-à-dire de Dominique Yandoka. Il nous présente donc les grandes lignes des propositions de sortie de crise de la République centrafricaine. Rappelons donc que c'est ce vaste territoire de 623 000 km² avec plus de 5 millions d'habitants qui, depuis plusieurs décennies, vit des guerres fratricides. La difficulté est réelle avec plus de 10, on parle de 14, il nous parle même de 15 groupes armés. C'est pas évident que ça soit autour d'une table et de parler de désarmement. Et donc, il nous explique comment cela peut être réalisable. Vous parlez dans votre plan de position de sortie de crise de restructurer les forces de défense et de sécurité. Où prendrez-vous les moyens? Les moyens existent aujourd'hui. Lesquels? Il y a des programmes aujourd'hui avec le ITM, avec l'Union européenne. Nous avons des accords de coopération et de formation militaire, quasiment avec tous les pays qui sont venus au chevet de la République centrafricaine. Nous voulons reformer une armée de garnison, une armée républicaine, sans distinction de région, d'appartenance à un clan. Vous parlez de tribalisme, c'est ça? Mais ça a toujours été le cas chez nous. Mais justement, aujourd'hui, ce qu'on peut aussi noter, c'est l'une des difficultés, on va dire même, interne à la République centrafricaine. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du groupe Wagner et autres qui sont, on va dire, la main visible qui vient de l'extérieur, qui contrôle, qui vient donc discuter. La société Wagner aujourd'hui, comme on parlait de société Wagner, contrôle aussi sa zone minière. Bien. Comment elle est venue en République centrafricaine? Vous ne savez pas. Bah, dites-nous. Comment aucun centrafricain n'est capable de vous dire comment cette société est faite pour arriver chez nous. Une chose est sûre, une chose est certaine ou probable, c'est que le mouvement que vous avez monté aujourd'hui n'est pas un mouvement qui est né de manière spontanée. Donc, probablement vous avez des informations, c'est le cas de nous dire comment sont-ils arrivés pour que ces Centrafricains qui nous écoutent aujourd'hui puissent comprendre les enjeux et le jeu même. Ils sont en Centrafrique. Ils ne sont pas là au hasard. Ils sont là parce qu'ils ont leurs intérêts à protéger. Bien entendu. Comment ils arrivent en Centrafrique? Je ne suis pas en mesure de vous dire avec sincérité comment ils sont venus en République. Donc? On ne va pas se fier sur des choses qui se racontent, mais nous allons nous fier sur ce que nous voyons aujourd'hui de nos yeux,
Ils occupent du terrain aujourd'hui. Ils occupent du terrain. Et les zones les plus intéressantes, les zones qui sont Mais ils sont venus, ils ont créé des sociétés. On leur a attribué des permis d'exploitation. d'exploitation. Pas d'exploitation, c'est d'exploitation, mais officiellement, c'est un permis de recherche. On se comprend, c'est un jeu de mots. Ok. Si vous me dites que c'est un jeu de mots, c'est que vous n'êtes pas le seul à comprendre. Sauf que l'article 60 de notre pays dit autre chose. Mais ils ont réussi quand même à trouver une parade. En menant des investigations, nous nous sommes rendus compte qu'en République centrafricaine, l'article 60 qui oblige l'exécutif à faire signer tout ce qui est convention minière, financière et autres, ils ont trouvé la parade. Vous rentrez en République centrafricaine, vous allez dans des zones minières, vous allez trouver des firmes, des sociétés qui sont détenteurs avec la complicité locale, des permis, De recherche, comme vous avez dit, pas de recherche, d'exploitation d'exploitation artisanale, chose qui était réservée seulement aux Centrafricains. aux sols nationaux. Vous voyez? Donc ils déguisent. Mais une coopérative ne peut qu'avoir 1 km². Et tu peux en avoir pas plus de 5 km². Mais on se rend compte qu'ils ont trouvé la parade pour faire signer à ces sociétés, bon, des conventions. Si ce n'est pas de recherche, D'exploitation c'est d'exploitation plutôt artisanale. artisanale. Mais ça, ils ne sont pas obligés de passer par l'Assemblée. Bien. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dupes. Le peuple sait ce qui se passe. Donc, vous dénoncez là, en fait, la manière avec laquelle. La avec- malgouvernance oui. bat son plein en République centrafricaine. Ok. Bien. Comme il y a plusieurs positions dans votre position de sortie des crises, on arrive sur un point où vous parlez effectivement d'organisation de conférences internationales. Et quand on parle international, on dit au-delà des frontières centrafricaines. On va rester dans la sous-région et parler des relations de la République centrafricaine avec ses voisins. Aujourd'hui, quelles sont les relations avec le Tchad? Parce que le Tchad est cité parmi les pays de vos propositions qui devront faire partie au niveau des rencontres des acteurs internationaux. Les relations diplomatiques saines sont rompues depuis plus de 5 ans aujourd'hui avec le Tchad, malheureusement. Conviendrait que même nous partageons non seulement 1200 km de frontière avec le Tchad, ce n'est pas rien. Le Tchad, c'est un acteur très important dans la sous-région. Et d'après nos informations, le Tchad même est sur le point de fermer son ambassade en Centrafrique. Et comment pensez-vous que cela soit possible, qu'il soit un acteur pour la reconstruction du Tchad, de la Centrafrique? Sachant que dans une dernière interview, le président Idriss Déby Itno était très mal à l'aise lorsqu'on accusait les soldats tchadiens d'avoir posé des exactions en République centrafricaine. Vous les citez aujourd'hui. Comment est-ce possible que celui-ci qui on a jeté la pierre hier, cela avec vous demain pour reconstruire votre pays? Il y a des choses que peut-être beaucoup ne savent pas. Lesquelles? Le Tchad a toujours été au chevet de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, on jette la pierre. On l'accuse. On accuse les militaires tchadiens d'avoir été à l'origine des exactions. On n'accuse pas les militaires tchadiens. On accuse le Tchad. Aussi, On d'autres accuse choses. le Tchad. Pas que les militaires d'héberger ou d'être une base arrière Des rebelles. des rebelles aujourd'hui. C'est un problème qui nécessite aujourd'hui une diplomatie
agissante avec le Tchad. Nous avons élaboré ce plan de sortie de crise. Nous avons demandé de reprendre des contacts avec notre voisin tchadien. Ce que je dis peut-être d'une manière décomplexée ici, beaucoup à ma place ne le diront pas. Mais nous n'avons pas autre chose à cacher. La vérité doit être dite aux Centrafricains. Il n'y aura pas la paix en Centrafrique si nous ne nous mettions pas d'accord avec le Tchad. Mais le Tchad reste encore accusé d'être... Voilà, vous l'avez même si bien dit. On peut accuser quelqu'un. On peut le traiter de tout. Mais qu'arrivé à un moment donné, il faut que vous vous asseyez autour d'une table, de vous poser les vrais problèmes. C'est quoi les vrais problèmes? C'est que quelque part, si on accuse le Tchad de s'ingérer dans les affaires centrafricaines, c'est quelque part, il y a quelque chose. Quelles sont ces choses qu'on ne peut pas vraiment s'asseoir avec ce pays frère pour dire ce qui est bien pour eux et ce qui sera aussi bien pour nous. Bien. Donc, le problème, ce n'est pas entre le peuple. Les deux peuples ne se détestent pas. bien entendu. C'est un problème d'hommes. C'est les hommes peut-être qui ne se détestent pas. Peut-être il y a eu non-respect des engagements. Au Ça, niveau on de... sait pas. À quel niveau? Parce que le Au Tchad... plus haut niveau. Au plus haut niveau. Vous faites allusion à qui? Au pouvoir central de Bangui ou avec les rebelles ou avec... Parce que l'autre... Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir. Mais une chose est sûre, c'est que si le Tchad s'est mis en retrait de la République centrafricaine, c'est que quelque part, il y a une raison. Ils sont accusés d'héberger les bases arrières et que leurs soldats n'ont pas été loyalistes. Donc, voilà des raisons pour ne plus être Mais engagés dans l'État le jeu. tchadien aussi a des arguments, comme l'État centrafricain aussi peuvent en avoir. Si les preuves sont établies, mais mettons-nous autour d'une table, discutons. Vous voulez quoi? Vous voulez la paix? Ou vous voulez rester se regarder en chien de faïence? La RCA ne sera jamais tranquille. Il n'y a pas que le Tchad, il y a le Soudan. Les choses semblent plus apaisées avec le Soudan. Semble plus apaisé avec le Soudan. Ça dépend. Jusqu'à quand? Dit-on que nous partageons aussi les frontières avec le Soudan. Les deux Soudans, je parle. Aujourd'hui, le Soudan tente, par les voies et moyens, pour essayer de reprendre un peu son influence dans la sous-région. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait des pourparlers au Soudan. Il veut jouer un rôle majeur. Nous ne demandons qu'à discuter. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le devenir centrafricain. C'est la stabilité. Si la RCA reste dans l'état actuel, c'est pas aussi bon pour les voisins. C'est clair que ça ne pourra pas être ni être bon pour le voisin, autant pour les Centrafricains, si les choses perdurent telles que cela et où j'aurai plus d'interlocuteurs. Amis téléspectateurs, en fait, cet échange est tellement intéressant que le temps passe et pour sûr, on va devoir arriver à la dernière question en espérant que vous aurez l'occasion, une fois de plus, de revenir nous trouver afin de poursuivre, de pénétrer en fait ces propositions sorties des crises. Le point non négligeable aussi, c'est, on parlait des DDRR et vous voulez qu'on y ajoute un R. Vous parlez des réparations. Déjà, rappelez à nos téléspectateurs que c'est que DDRR. C'est un programme. Le DDRR, c'est désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Et nous, au sein du mouvement ITA, nous avons rajouté un autre R.
qui signifie réparation. On ne peut pas continuer toujours à donner une prime au bourreau du peuple, tout en ignorant ce que ce peuple qui n'avait rien demandé a subi. Rendez-vous compte, à un moment donné, la guerre, avant que la guerre ait commencé, nous avons nos parents paysans, éleveurs, qui n'avaient rien demandé à personne. Mais la guerre est passée par là où ils cultivaient son champ et qu'on avait tout détruit. Aujourd'hui, il nous manque les moyens de se reconsidérer comme il était dans le temps. J'entends ce que vous dites de Mia. On a toujours voulu parler de la réinsertion des groupes armés. On n'a jamais voulu mettre en exergue aussi la réparation de ceux qui ont subi les exactions ou la destruction de ces groupes armés. De réparation et peut-être même d'amnistie. Aujourd'hui, la difficulté est la suivante en puissance africaine. C'est-à-dire, celui qui hier a été considéré comme une victime a aussi pris les armes. Ce qui peut justifier la prolifération et la multiplication de ces groupes armés. Mais c'est en absence de quoi que la personne a repris les armes? Des initiatives. Et d'où la nécessité de réparer. Quand les rébellions naissent à tout va. Mais c'est quoi? C'est en absence de quoi? Le pouvoir central n'a plus les moyens de pouvoir contrôler tout le pays. Donc, la victime d'hier devient aussi le bourreau d'aujourd'hui. Et finalement, pour arriver en fait à la réparation, qui va réparer qui? Vous savez, la victime d'hier qui est devenue le bourreau d'aujourd'hui. Mais par quoi? Par la force des choses. Vous avez bien entendu, vous avez bien répondu. C'est par la force des choses. Qui va réparer donc qui? Est-ce que ce pouvoir central qui va réparer tout le monde? Il y a un programme. Le DDRRR, oui. C'est un programme. Semblerait-il que les fonds sont disponibles. Je reprends ma question. Est-ce que ce pouvoir central qui va devoir apporter la réparation chez tous les bourreaux, le bourreau de la victime d'aujourd'hui? Mais l'État est dans son rôle. Aujourd'hui, il est le garant de la stabilité, du bon vivre des citoyens centrafricains. À partir du moment, et quand il y a eu malgouvernance, c'est pas le peuple qui a demandé qu'il y ait la guerre en République centrafricaine. Mais c'est pas l'État non plus qui a encouragé les uns et les autres à prendre les armes. Ah non, mais monsieur, vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Expliquez-nous. Quand on parle de la malgouvernance, l'exclusion, la gabégie, quand on parle de la corruption... La seule réponse, c'est prendre les armes? Non. Il y a certaines personnes qui ont pris les armes parce qu'ils savent que c'est en guise d'autodéfense. C'est un instinct de survie. Nous avons connu une crise profonde. Et cette crise, c'est parce que vous n'avez pas encore eu la chance d'aller en République centrafricaine pour constater dans quel état les Centrafricains vivent aujourd'hui. Vivement, nous irons en plus centrafricaine, et c'est d'ailleurs de tous nos voeux qu'on appelle à cela, d'être présents sur ce territoire-là. Mais la question, c'est de savoir, aujourd'hui, vous parlez des DDRRR. Le R de plus, c'est la réparation. La réparation des victimes. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui avec ce qu'on vit. Quelle difficulté? Il faut créer, il faut occuper, il faut faire occuper des gens. C'est le chômage. Donc, pour vous, la réparation passe par quoi concrètement? Mais la réparation passe d'abord par des projets de développement. Quand on a perdu des vies dans sa famille, quand on a perdu des hommes, comment on va... Mais ce n'est pas la fin du monde. Quand on a perdu des vies, quand on a perdu les membres de sa famille, hélas, mais la vie continue. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Mais il faut éviter à ce que cela puisse être reproduit. Donc, arrêter ce cycle de violence-là. Le cycle de violence ne peut qu'être arrêté par des activités allant dans le sens du développement. Les gens ont besoin de rêver. Les gens ont besoin de se projeter. Or qu'en République centrafricaine, tu prends un jeune homme de mon âge aujourd'hui, qui n'a ni toit, qui n'a ni emploi.
Quand on va à l'école, quand on a des diplômes, on va à l'école, on étudie, c'est pour devenir chômeur. Oui, tous ces facteurs-là, c'est ça qui crée, c'est ça qui fait que à moindre fait et geste, les gens prennent les armes. C'est vrai que ça sera difficile de vous entendre dire, est-ce que vous, demain, dans vos propositions de manière concrète et simple, vous êtes prêt à amnistier tous ces rebelles? C'est un problème auquel il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Il faut avoir le courage. Nous avons élaboré ce document de sortie de crise À combien de temps, que je... à combien de temps vous l'avez élaboré? Nous avons pris Approximativement. au moins plus de 2 mois pour prendre le document. En 2 mois, vous avez élaboré cette proposition. Oui. Qui sont vos collaborateurs? Mais le mouvement ITA, c'est un état d'esprit. Je veux dire, pour avoir les compétences de faire cette proposition. C'est quand même Au assez... sein de notre mouvement, vous avez des compétences de partout. Nous ne sommes pas que des parvenus. Nous avons des Nous gens. ne l'avons pas dit. Hein. Nous ne le pensons pas du tout. Nous avons des gens, des hauts cadres qui travaillent dans l'administration centrafricaine aujourd'hui, qui sont dans des institutions, qui sont des universitaires, qui sont des entrepreneurs, des étudiants. Nous travaillons, c'est un fruit d'une réflexion collégiale. Uni, à l'occasion, j'ai posé la question, mais vous ne voulez pas y répondre clairement. Est-ce que vous pensez que la solution de la pacification de la République centrafricaine passe aussi par l'amnistie des groupes, des rebelles? Mais j'étais en train de vous répondre, c'est vous qui m'avez coupé. Allez-y donc. Nous avons dit dans notre document qu'il fallait suspendre la procédure de poursuite contre les gens qui ont été cités dans les affaires de la rébellion. Pourquoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. S'il faut mettre tout le monde en prison en Centrafrique, aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas les prisons, mais au moins plus d'1 million de Centrafricains qui doivent rentrer en prison. Donc, la solution, c'est quoi? Puisqu'on arrive au terme de Nous notre avons au moins plus d'1 million de Centrafricains, Oui. y compris ceux qui sont encore là. Pourquoi? Il y en a d'autres qui n'auront jamais le courage de dire qu'il faut pacifier le pays. Que dites-vous? Nous avons proposé, aujourd'hui? nous avons fait une proposition allant dans le cadre d'un concept paix, développement, suspension des procédures contre les gens qui ont pris les armes ou ceux qui ont contribué à la destruction de notre pays pour faire d'abord la paix et développer le pays. Et la justice viendra. Bien. Nous avons eu par le passé, comme vous pouvez voir en Indochine, je dirais récemment en Espagne, même 60 ans après, ceux qui ont commis des crimes ont été poursuivis. Mais il y a des crimes qui ne relèvent même pas des tribunaux centrafricains. Donc, en d'autres termes, il est possible qu'en Centrafrique, qu'on ne poursuive pas, mais les poursuites peuvent être faites à l'international. Il y a des crimes non prescriptibles. Il y a Bien. des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ceux-là, ce n'est pas à nous. On n'a pas forcément besoin de s'attarder sur ces cas-là. Bien. Mais des petites mains qui ont pris les armes parce qu'ils n'avaient plus les moyens soit de se nourrir, de se projeter dans l'avenir, et qui ont trouvé une facilité en prenant les armes pour faire quelque chose, même par malheur, ils ont détruit. Très bien. Alors, pour comprendre aujourd'hui, il est difficile pour nous, chers téléspectateurs, de comprendre comment et par quelle voie ces propositions de sortie des crises du mouvement ITA pourront être déclinées sur le terrain. Dites-nous, Dominique Aloka, avez-vous des contacts aujourd'hui, de manière claire,
clairement les choses. Avez-vous des contacts aujourd'hui avec le pouvoir central, avec des rebelles en Centrafrique? La réponse est oui. Avec le pouvoir central, ce n'est que normal. Nous sommes un parti politique, mais on doit quand même connaître nos autorités. Avec les groupes rebelles, oui. Je vous dis sans complexe, ce que je vous dis, posez la question à 90% des présidents des partis politiques en République centrafricaine, ils vous reprendront non. Mais moi, je dis oui. À la raison dont vous voyez aujourd'hui, quel type de rapport avec vous? Mais les rapports, quand on fait de la politique, on doit chercher à savoir, même si ça aurait été le diable, comprendre pourquoi ce diable est devenu diable. On parle des Centrafricains, il n'y a pas de diable. Enfin, si les rebelles sont considérés comme des bourreaux du peuple, nous devons savoir pourquoi. Quelles sont leurs revendications. Donc, quel type de rapport avec vous, avec par exemple Mais nous sommes dans une démarche non seulement de sensibilisation, mais d'écoute. Et c'est ça qui nous est donné la force au niveau de nos analyses pour faire ces propositions de sortie de crise. Bien, lorsque vous les écoutez, est-ce qu'ils sont prêts à déposer les armes? Je vous le dis sincèrement, d'autres oui, et d'autres non. Ceux qui sont prêts, parce qu'aujourd'hui, quand on parle quand même de 80% d'un territoire, on sait qu'ils ne sont pas tous au même niveau. On parle de groupes rebelles. Il y en a qui ont quand même une force de feu qui est plus forte. Est-ce que ceux-là sont prêts à pacifier le pays, à déposer les armes? Quand vous rencontrez tous les chefs rebelles ou ceux qui sont dans des rébellions, tout le monde se dit qu'ils ont une capacité de nuisance. C'est ce qu'ils se disent. Bon, Il y a un ok. terme d'occupation. La force reviendra toujours à la loi. Et je pense qu'il y a toujours un moyen de trouver une issue pacifique à la crise centrafricaine. Il faudrait bien que tous les gens se mettent autour d'une table. Vous voyez, une fausse bonne idée qui est en train de... que je vois à l'horizon. Vous savez, les groupes rebelles, que personne ne vous trompe. Et ça, je m'adresse aux Centrafricains qui m'écoutent. De près ou de loin, les politiques sont de concert avec eux. Vous dites ce jour que les groupes rebelles sont de mèche avec le pouvoir central. Je dis avec les politiques. Pas forcément pour détruire, mais personne va se lever pour dire que moi je ne connais pas un tel ou un tel. C'est faux. On est petit. C'est un petit pays, la République centrafricaine. Mais les gens, il faut qu'ils aient le courage d'assumer, comme nous l'assumons aujourd'hui. Et nous sommes prêts à relever le défi dans le cadre d'un pourparler, d'un dialogue sincère. Pour le moment, on ne peut pas envisager, quels que soient les motifs, si nous n'avons pas encore la capacité opérationnelle de nos soldats. Il faut discuter avec ces gens. Très bien. Le message est donc clair. Ce jour, donc, Dominique Yandoka, le premier secrétaire du mouvement ITA, qui est le mouvement pour une initiative et la transformation par l'action de la République centrafricaine, qu'ils sont prêts à discuter, à échanger avec les groupes rebelles pour que la paix revienne à la République centrafricaine. Merci Dominique Yandoka de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de vous recevoir pour parcourir de nouveau ces propositions de sortie des crises. J'aurais souhaité, je profite de votre antenne, Allez-y. comme ça a toujours été de tradition chez nous. Il y a eu plusieurs forats et plusieurs propositions. Mais je demande solennellement au peuple centrafricain
et surtout à nos autorités qui nous regardent ce soir, de prendre au sérieux ce que nous leur avons fait comme proposition. Ne les mettez pas forcément dans les tiroirs comme ça a toujours été le cas. Rien. On ne peut pas reconstruire la RCA sans l'apport de tous les Centrafricains. Bien. Ce document est-il déjà sur la table Ça a été remis officiellement au cabinet du président de la République, naturellement celui du Premier ministre, toutes les institutions de la République et dans les chancelleries, aussi des organismes tels que la CESE, l'Union européenne. Tout le monde a ça. Maintenant, nous sommes prêts. Et on est prêts à venir en débattre point par point à tous ceux qui voudront bien savoir quelles sont nos motivations, pourquoi nous sommes arrivés là. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cette proposition de crise. Mais nous y reviendrons très prochainement, si vous le voulez bien. On le veut très bien. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir.